Marine Morley, Synovia. Je suis responsable du dossier gaz à effet de serre, climat, bas carbone à Synovia. Tant au niveau de la gestion, au niveau des diagnostics IAP2R, au niveau des conseillers qui passent dans les exploitations, d'accompagnement de ces conseillers qui réalisent les diagnostics, et également en termes d'intervention au niveau des formations climat bas carbone auprès des éleveurs, et coordination aussi avec les différents partenaires qu'on a autour du sujet, que ce soit des financeurs ou d'autres partenaires. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, nous allons donc regarder un petit peu quelles sont les contributions positives de la ferme laitière bas carbone. Donc, je vais rebalayer un petit peu, repositionner un petit peu au niveau du contexte, au niveau de pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à parler d'environnement et plus précisément de gaz à effet de serre au niveau des élevages. Et puis, pour aller jusqu'aux contributions positives. Alors, pourquoi s'intéresser au gaz à effet de serre en élevage? Donc déjà, l'élevage est bien concerné par le réchauffement climatique. J'y viendrai tout de suite après. Je vous présenterai une petite vidéo pour resituer un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau du réchauffement climatique. Deuxième idée aussi importante, c'est de se dire en tant qu'éleveur, prendre les choses en main plutôt que de subir. Subir soit des politiques réglementaires qui pourraient arriver, soit subir des attaques, puisqu'aujourd'hui, l'élevage est bien la cible d'attaques anti-élevage. Et puis, on a aussi des engagements politiques avec des objectifs de la ferme laitière bas carbone qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'à peu près 20% à échéance 2025. Et puis après, vous verrez aussi au niveau des gains, au niveau de la réalisation du diagnostic, avec la mise en place des différents leviers. Il y a bien des gains qui existent au niveau économique et environnemental. Donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi sur la thématique. C'est qu'il y a un lien très fort entre la partie technique, économique et environnementale autour des gaz à effet de serre. Alors, je vais vous proposer du coup de visualiser une petite vidéo qui est une vidéo qui a été réalisée par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui répond en fait à 3 questions. Qu'est-ce que le changement climatique? Donc pour repositionner un petit peu le contexte. Quelles en sont les conséquences? Et puis comment limiter et s'adapter au changement climatique. Donc je vous laisse la visionner. La Terre, notre belle planète bleue. Dans les films, elle est toujours sauvée par un super-héros. Dans la vraie vie, on l'attend encore. Mais le péril, lui, il existe bien. C'est le changement climatique. Explication. À l'origine du changement climatique, il y a les gaz à effet de serre. Ces gaz forment une couche qui se concentre dans le haut de l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère depuis toujours. Ces gaz ont un rôle de régulateur pour notre planète. Ils gardent la chaleur du soleil et maintiennent la Terre à une température moyenne de 15 degrés. Sans eux, il ferait très froid, environ moins 18 degrés. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont provoqué l'augmentation artificielle des gaz à effet de serre. Le filtre s'est transformé en une couche de plus en plus dense qui forme comme un manteau autour de la Terre et retient plus de chaleur. C'est ce qui provoque le réchauffement de la planète. D'après les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. 5 degrés, ce n'est pas énorme, me direz-vous. Détrompez-vous. Depuis la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans, et aujourd'hui, la Terre s'est justement réchauffée de 5 degrés. Le réchauffement de la planète modifie les équilibres naturels. Température, régime des vents et des pluies, biodiversité, acidité de l'océan. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. 700 millions de personnes devront quitter leur logement et trouver refuge ailleurs. L'augmentation de la température moyenne de la Terre accentue l'évaporation de l'eau. Le cycle de l'eau se modifie, avec pour conséquence plus de pluie au nord et de sécheresse au sud, et des événements climatiques extrêmes plus fréquents. Le réchauffement de la planète va aussi avoir des effets sur notre santé. Certains insectes, comme le moustique tigre, apparaissent dans des régions où on ne les avait jamais vus. Des maladies tropicales se développent dans plusieurs pays du monde.
C'est le cas du chikungunya ou de la dengue. Les déserts gagnent du terrain, comme au Kenya ou en Tanzanie. La biodiversité est menacée. 20 à 30% des espèces végétales et animales de la planète risquent de disparaître à court terme, soit environ 20 000 espèces par an. Et il n'y aura pas de super-héros pour nous sauver. Pour éviter ce mauvais scénario, chacun de nous peut et doit agir. Voici comment. La première chose à faire est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous devons réduire la production et la consommation d'énergie fossile, comme le gaz, le pétrole ou le charbon. Dans le même temps, il faut continuer à développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, les biocarburants, mais aussi lutter contre la déforestation tropicale. Nous devons également encourager la rénovation des habitats et la construction de bâtiments bioclimatiques très économes en énergie, ou encore privilégier les transports en commun et les transports partagés. Nous pouvons aussi limiter tous les gaspillages de la vie quotidienne, eau, énergie, déchets ménagers et industriels. Enfin, nous devons nous adapter à la hausse des températures et à la modification du climat. Certaines cultures qui demandent trop d'eau pourront être remplacées par d'autres, mieux adaptées au climat. Chacun de nous a donc un rôle à jouer. Par nos actions individuelles et collectives, nous pouvons adapter nos sociétés et lutter contre le changement climatique. À nous d'être des super-héros. Retrouvez toutes les solutions sur le site de l'ADEME. Donc voilà, c'était juste voilà, cette petite vidéo pour remettre un petit peu dans le contexte du changement climatique, regarder un peu ce qui se passe et voir au niveau agricole comment l'agriculture peut justement s'adapter à ce changement climatique et communiquer sur les actions qui sont faites aujourd'hui. Alors, juste pour repartir du coup sur une citation prononcée par le GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental qui travaille sur l'évolution du climat, pour aller aussi dans la continuité de la vidéo que je viens de vous présenter. Le GIEC a dit donc le coût de l'inaction serait plus élevé que le coût de l'action. Et l'agriculture est une part de solution. Donc vous l'avez vu, la solution, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Elle est à la fois individuelle, collective, et l'agriculture est une part de la solution au réchauffement climatique en question. Alors, pour repréciser un petit peu, parce qu'on parle de GES, donc GES pour gaz à effet de serre. Donc en fait, qu'est-ce que sont les gaz à effet de serre? Quels sont les gaz à effet de serre? Donc aujourd'hui, au niveau agricole, on va différencier 3 gaz à effet de serre, qui sont le CO2, le dioxyde de carbone, qui vont avoir 2 origines en termes d'émissions, à la fois la combustion d'énergie fossile, mais également une part d'émissions liées à la déforestation et à la décomposition des végétaux. On va retrouver le méthane de formule CH4, qui a plusieurs sources d'émissions au niveau du méthane. On va retrouver effectivement des sources d'émissions liées à l'activité humaine, où là, on va bien avoir du coup une responsabilité au niveau de l'impact des ruminants, puisque les ruminants, par leur fermentation entérique, vont émettre du méthane. Par contre, en termes de chiffres, le méthane, au niveau des émissions, ne représente que 15% des émissions. Et pour repréciser un petit peu la responsabilité, la part des bovins ruminants sur les émissions de méthane, c'est environ 30 à 40% des 15% émis par rapport aux autres gaz à effet de serre. Dans les émissions de méthane, on va aussi retrouver des fuites lors des extractions de pétrole, de gaz naturel, de minerais de charbon. Et on va retrouver aussi tout ce qui va être décharge et gestion des déchets. Et puis après, il y a d'autres origines aussi d'émissions du méthane, d'origine naturelle, sur lesquelles on va retrouver les marais et les marécages, qui sont des zones qui émettent aussi du méthane. Et puis, on va avoir aussi de nouvelles émissions de méthane qu'on ne connaissait pas par le passé, en lien avec le dérèglement climatique, où on va avoir des sols gelés, par exemple, sur le nord de la Sibérie,
Donc, c'est ce qu'on appelle en fait le permafrost, qui suite au réchauffement climatique les terres vont se réchauffer et ces sols qui avaient emprisonné en fait des concentrations de méthane importantes pendant des milliers d'années vont petit à petit aussi relarguer à nouveau ce méthane au niveau de l'atmosphère. Donc retenez sur le méthane, oui, les bovins sont en partie responsables du méthane, mais de l'ordre de 30% des 15% émis au niveau mondial. Troisième gaz à effet de serre qu'on va retrouver également au niveau du milieu agricole, le protoxyde d'azote. Donc vous voyez sur la formule N2O. Donc le protoxyde d'azote va être le gaz émis en lien avec le cycle de l'azote. Donc on va retrouver au niveau des épandages à la fois des engrais minéraux, mais également au niveau des épandages ou du stockage ou de la gestion des engrais organiques. C'est le phénomène de volatilisation de l'azote. Un dernier gaz qu'on va aussi avoir, alors pas au niveau agricole, mais qu'on va retrouver en termes d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, tout ce qui va être gaz fluoré, qu'on va retrouver c'est les gaz qu'on va retrouver au niveau de tout ce qui va être climatisation et frigo. Donc ces gaz-là, s'ils sont bien gérés, c'est-à-dire conservés sous forme liquide, donc non rejetés dans l'atmosphère, ne sont pas des gaz à effet de serre. Par contre, dès lors qu'il y a une mauvaise gestion, soit au niveau du frigo, soit au niveau des climatisations, ce sont des puissants gaz à effet de serre. Donc pour revenir, donc 3 gaz, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote. Je vous ai mis sur la droite du document un référentiel, c'est-à-dire que ces 3 gaz ont chacun un pouvoir réchauffant, c'est-à-dire n'impactent pas tous de la même manière sur le réchauffement climatique. Par consensus, les scientifiques se sont accordés à dire que le dioxyde de carbone avait un pouvoir réchauffant de 1 unité. Le méthane, quant à lui, a un pouvoir réchauffant 25 fois supérieur au dioxyde de carbone. C'est-à-dire que si vous avez 1 kg de méthane qui est émis par une émission, cela correspondra en fait à 25 kg de dioxyde de carbone. Donc il y a un rapport 25 fois supérieur sur le méthane. Au niveau du protoxyde d'azote, on va retrouver du coup un pouvoir réchauffant de l'ordre de 298 fois supérieur à celui du CO2. Pour pouvoir du coup comparer ces 3 gaz, j'y reviendrai tout à l'heure au niveau du diagnostic CAP2ER, on ramènera tout à une même unité et je parlerai d'équivalent CO2, c'est-à-dire qu'ils prendront en compte le CH4, le protoxyde d'azote, tout ça ramené aux unités de CO2. Donc, on parlera d'équivalent CO2. Donc, 3 gaz différents, 3 impacts différents en termes de pouvoir réchauffant. Et je vous ai mis aussi sur la droite leur durée de vie dans l'atmosphère. Donc, le dioxyde de carbone a une durée de vie d'à peu près 100 ans, alors que le méthane a une durée de vie dans l'atmosphère d'une douzaine d'années. Quant au protoxyde d'azote, lui, qui a un pouvoir réchauffant le plus élevé, il a également la durée de vie la plus élevée au niveau de l'atmosphère. Alors, quel secteur contribue aux gaz à effet de serre? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on repart sur 3 échelles différentes pour replacer un petit peu dans le contexte. Je vais aller regarder du coup avec vous les émissions au niveau mondial, au niveau national, donc à l'échelle de la France, et plus précisément à l'échelle de la région Pays de la Loire. Alors, au niveau mondial, le premier secteur producteur d'énergie au niveau mondial, le premier secteur, émetteur de gaz à effet de serre au niveau mondial, c'est bien la production d'énergie. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être combustion d'énergie fossile pour produire de l'énergie. En deuxième secteur émetteur, on va retrouver la production industrielle, avec 18% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. En troisième et en quatrième position, on va retrouver le secteur du transport, donc transport aérien, routier, mais également fluvial, et à égalité avec l'agriculture. Donc l'agriculture, retenez, représente à peu près 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En cinquième position, qui est souvent associée à la partie agricole, 10% sont liés à la déforestation tropicale. Et puis derrière, on va retrouver tout ce qui va être bâtiments résidentiels et commerciaux et traitement de l'eau et des déchets. Si on change d'échelle maintenant et qu'on se positionne à l'échelle française,
Donc, au niveau de la France, on va retrouver en premier secteur émetteur de gaz à effet de serre le secteur des transports, suivi de près par la partie résidentielle tertiaire. Et l'agriculture arrive en troisième position avec à peu près 17% des émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces 17%, on va retrouver à peu près 60% des émissions qui sont liées directement à l'élevage bovin. Derrière, on va retrouver tout ce qui va être bâtiment, industrie et la transformation d'énergie et d'autres secteurs plus petits. Donc, on a dit au niveau mondial 14%, au niveau français 17% des émissions en lien avec l'agriculture. Et maintenant, si on se positionne au niveau région Pays de la Loire, donc au niveau région Pays de la Loire, le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, c'est l'agriculture. Donc, effectivement, on est sur une région avec une forte dominante agricole, que ce soit au niveau des élevages. Donc, on va retrouver des élevages bovins, bovin lait, bovin viande, mais aussi d'autres petits élevages, élevage ovin, caprin. On va retrouver des hors-sols, de la volaille, du porc. Et on va retrouver aussi des cultures de céréales. On va retrouver du maraîchage, de l'horticulture, de l'arboriculture, des cultures sur serre, etc. Donc, l'agriculture est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en région Pays de la Loire, devant la partie transport routier et devant la partie industrie, branche énergie et résidentiel tertiaire. Alors, on parle de diagnostic environnemental en élevage laitier. Donc, c'est un diagnostic qui vous permet en fait de mesurer en fait vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on parle de diagnostic environnemental en élevage laitier, on utilise un outil national qui est reconnu et certifié, qui est l'outil CAP2ER. Donc, par rapidité, on peut parler aussi de diagnostic CAP2ER. Donc, CAP2ER, je vous ai mis pour calcul automatisé des performances environnementales en élevage de ruminants. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Pour réaliser un diagnostic CAP2ER, il y a une visite individuelle en exploitation sur laquelle on va aller faire une collecte de données autour de la partie troupeau, donc autour des effectifs, des ventes, des achats, autour de la partie du logement des animaux, des rations des bovins, comment sont les aliments, quel type de bâtiment, quelles sont les rations des bovins, autour des surfaces, quelles sont les surfaces cultivées, autour des consommations d'énergie en électricité, en carburant. Et enfin, on va aller recueillir différentes données qui sont des données agroécologiques, c'est-à-dire des éléments paysagers qui permettent de mesurer les éléments paysagers, de mesurer du coup l'impact agroécologique sur votre exploitation. Alors, quand on se met un petit peu plus au niveau de l'élevage laitier, quelles sont les sources d'émissions en élevage laitier ? Alors, quand on regarde la répartition des différents gaz que je vous ai cités précédemment, donc le méthane sur la droite, le méthane est le premier gaz à effet de serre présent dans les élevages laitiers, issu du coup de la fermentation entérique des bovins. Donc, parmi ces bovins, on va retrouver le cheptel bovin lait, mais également le renouvellement. Le deuxième gaz qu'on retrouve aussi le plus fréquemment en deuxième position, ou des fois à égalité avec le dioxyde de carbone, c'est le protoxyde d'azote, qu'on va retrouver à la fois au niveau de la gestion des déjections, donc au niveau du bâtiment, au niveau du stockage et au niveau de l'épandage. Au niveau du dioxyde de carbone, à peu près 20% des émissions de l'atelier lait, on va trouver deux sources au niveau du CO2, une partie d'émissions directes, au travers des énergies de l'exploitation, donc le carburant et l'électricité, et une partie des intrants qu'on va appeler des émissions indirectes au travers des aliments et des engrais achetés, sur lesquels on va comptabiliser dans le diagnostic CAP2ER une partie de fabrication et de transport de vos intrants jusque sur votre exploitation. Donc retenez, 50% des émissions de gaz à effet de serre d'un atelier lait sont essentiellement dues à la fermentation entérique, donc au troupeau. Alors là, je vous ai mis une impression d'écran de ce qu'on retrouve dans un diagnostic CAP2ER qui permet de resituer un petit peu les différents gaz à effet de serre à l'échelle de l'exploitation.
Donc, au niveau du méthane, on va retrouver essentiellement le troupeau. Au niveau des déjections, soit du méthane, soit du protoxyde d'azote. Donc, on va retrouver au niveau du bâtiment, au niveau du stockage et au niveau de l'épandage. Au niveau de l'épandage, on va retrouver du protoxyde d'azote, que ce soit de l'épandage minéral avec des engrais minéraux ou organiques. Et puis, on va retrouver aussi, symbolisé par le petit tracteur et la petite lumière, la partie énergie, carburant, électricité. En haut sur la droite, vous avez les intrants, où je vous ai dit tout à l'heure, fabrication et transport des intrants, qui vont être émetteurs essentiellement de dioxyde de carbone. Et puis une chose dans laquelle je n'ai pas encore parlé, donc on a parlé pour l'instant d'émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi mettre en avant que le secteur agricole est le seul secteur, alors je mets un petit bémol à ça, il y a aussi la sylviculture, mais le secteur agricole est le seul secteur qui est en capacité à stocker du carbone. Donc c'est pour ça que sur le petit schéma, vous avez en bas à droite ce qu'on appelle la compensation carbone, qui est le stockage carbone qui va être permis par les prairies permanentes, par les prairies temporaires et par les mètres de linéaire de haies que vous avez sur vos exploitations. Donc voilà, donc le point important, je vous en ai parlé, le stockage carbone. Donc, je vous ai mis une petite diapo. À titre indicatif, c'est quand même intéressant de savoir, puisqu'on parle souvent des forêts en termes de stockage carbone en termes de grand public, mais il faut savoir qu'en termes de stockage carbone ramené par hectare, au total, on stocke autant de carbone sous une prairie que sous une forêt, à hauteur de à peu près 80 tonnes de carbone par hectare. Donc ça, c'est l'estimation du stock de carbone mesuré dans les 30 premiers centimètres du sol. Donc là, il y a vraiment un vrai enjeu pour l'agriculture et aussi une vraie communication à faire sur la partie stockage carbone au niveau des prairies de vos élevages. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle des émissions de gaz à effet de serre. Je vous parle d'empreinte carbone. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une empreinte carbone du lait? Comment on la mesure et comment elle est composée? Alors, sur votre exploitation, quand on réalise un diagnostic CAP2R, on va regarder les émissions des différents gaz. Donc là, c'est ce que vous retrouvez sur le petit graphique avec, on va regarder les émissions de méthane, donc de CH4, les émissions de protoxyde d'azote, les émissions de dioxyde de carbone. Ces émissions-là, pour que tout le monde soit remis à des unités identiques, sont ramenées en kilos équivalent CO2. Ce qui veut dire que quand j'ai une émission de méthane, je vais avoir 25 kg équivalent CO2. Quand j'ai une émission de protoxyde d'azote, je vais avoir 298 kg équivalent CO2. En lien avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure par rapport au pouvoir réchauffant des différents gaz. Ensuite, je vous ai dit que l'agriculture était aussi en capacité à stocker du carbone. Donc, on va avoir sur vos exploitations une part de stockage carbone. Quand on va regarder les émissions brutes, moins le stockage carbone, on va avoir ce qu'on appelle les émissions nettes, exprimées toujours en kilos équivalent CO2. Comme on est sur les émissions de gaz à effet de serre au niveau de votre atelier lait, on va tout ramener au litre de lait. Donc, quand on parle d'une empreinte carbone de l'atelier lait, ce sont bien des émissions moins du stockage carbone, ramené en kilos équivalent CO2, le tout ramené au litre de lait. Donc, voilà ce que c'est qu'une empreinte carbone d'un atelier lait. Alors, ça, c'est une extraction de ce qu'on trouve dans le diagnostic CAP2ER. Donc là, vous retrouvez, présenté différemment ce que je viens de vous présenter sur la diaporama d'avant. Donc là, les émissions de cet élevage sont de 0,88 kg équivalent CO2 par litre de lait. Le stockage est de 0,12, en bas à droite, 0,12 kg équivalent CO2 par litre de lait, ce qui me fait une empreinte carbone nette de 0,76 kg équivalent CO2 par litre de lait. Et vous avez un pourcentage, les 14% que vous voyez en haut, correspondent en fait aux émissions qui sont compensées par du stockage de carbone pour une exploitation lambda. Donc après, les chiffres sont à calculer, à mesurer sur chacun de vos exploitations. Pour vous donner quelques repères au niveau de ces empreintes carbone, en général, on va, pour retenir un chiffre clé, pour produire 1 litre de lait, on va émettre en élevage laitier 1 kg de CO2. L'objectif au niveau de la feuille de route climatique, c'est d'atteindre, d'aller au-delà des 0,8 kg
équivalent CO2 par litre de lait. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté une empreinte qui était inférieure à 0,8. Donc, dès lors que vous avez une empreinte sur votre exploitation qui est inférieure à 0,8 kg équivalent CO2 par litre de lait, on est sur une très bonne empreinte carbone de l'atelier lait. Après, en termes de répartition des populations, on a des gens qui vont se retrouver autour de 1 à 1,2 kg équivalent CO2 par litre de lait. Puis, on a une grosse partie des éleveurs sur les diagnostics qu'on a fait en Pays de la Loire à Synovia qui vont se retrouver entre 0,8 et 1 kg équivalent CO2 par litre de lait. Donc, l'objectif étant de tendre au-delà, en dessous des 0,8 kg équivalent CO2 par litre de lait à l'élevage, à l'échelle de l'atelier lait. Alors, les leviers. Parce que du coup, à un moment donné, vous faites votre photo. Donc, on est bien sur une photo. On va aller mesurer à un instant T votre empreinte carbone. Et l'idée derrière, c'est d'aller mettre en application des leviers pour améliorer cette empreinte carbone. Alors, parmi les leviers possibles, on va retrouver en fait des grandes familles de leviers. Alors déjà, je vais distinguer deux choses. Je vous ai dit tout à l'heure, on a la possibilité de jouer sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour jouer sur les leviers, on va avoir des leviers qui vont viser à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur votre exploitation. Et d'un autre côté, on a aussi le stockage du carbone. Donc, on va aussi avoir des leviers pour augmenter la séquestration du carbone sur les élevages. Donc, les grandes familles, on va retrouver les familles autour de la gestion de troupeaux. Souvenez-vous, le méthane, 50% des émissions d'un atelier lait. Donc, tout ce qui va jouer sur le renouvellement, sur le nombre de vaches laitières, l'optimisation laitière par vache laitière, sur l'âge au vélage, la conduite sanitaire, la performance, sont des leviers possibles sur les exploitations. On va retrouver ensuite d'autres leviers autour de l'alimentation du troupeau, sur la qualité des fourrages, sur la notion de pâturage, sur la consommation de concentré, sur l'autonomie alimentaire en général et l'autonomie protéique, etc. Et puis après, d'autres actions plus spécifiques sur l'ajout de lipides, par exemple, dans les rations. Troisième famille de leviers possibles au niveau de la gestion des déjections animales. Donc, tout ce qui va jouer sur le stockage, sur l'épandage, les délais d'enfouissement, le type de matériel d'épandage, etc. sont des leviers autour de la gestion des déjections. Et puis après, on va avoir toute une famille de leviers autour de la consommation d'engrais. Donc engrais minéral, donc sur l'optimisation de la fertilisation, sur éventuellement l'implantation de légumineuses ou de protéagineux, le lien avec la rotation des cultures pour optimiser les consommations d'engrais sur les élevages. Et puis après, dernier poste sur lequel on peut jouer sur les émissions de gaz à effet de serre au niveau des consommations d'énergie, donc au niveau électrique, donc avec des installations par exemple de pré-refroidisseurs, de récupérateurs de chaleur, ou au niveau du carburant, sur des conduites économes, sur l'adaptation du matériel à la puissance du tracteur, etc. Donc voilà un petit peu les leviers qu'on peut retrouver au niveau des émissions de gaz à effet de serre. En parallèle, sur les leviers concernant la séquestration du carbone, on va retrouver des choses en lien avec la gestion des surfaces cultivées, les cultures intermédiaires, la durée des prairies temporaires, donc durée d'implantation et durée dans la rotation, des choses autour du travail simplifié du sol. Et puis, au niveau des éléments agroécologiques, le fait d'implanter des nouvelles prairies, d'implanter des nouvelles haies, voire d'aller jusqu'au développement de l'agroforesterie, vont contribuer à augmenter le phénomène de séquestration du carbone dans les sols agricoles. Donc voilà un petit peu une panoplie des leviers possibles. Alors, pour vous donner un petit peu une idée des solutions et de leur potentiel d'atténuation possible, donc là, je vous ai mis des pourcentages qui correspondent en fait à leur potentiel d'atténuation sur l'empreinte carbone du lait. Donc, on voit que la partie gestion de troupeaux, que ce soit au niveau des génisses ou au niveau des vaches laitières, va être un des plus gros postes de levier possible, avec 10 à 15% d'atténuation au niveau de l'empreinte carbone. Quand je dis 10 à 15%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre élevage a une empreinte carbone autour de 1 kg équivalent CO2 par litre de lait, si vous mettez en place différents leviers, potentiellement, les leviers autour du troupeau peuvent atteindre jusqu'à 15% de potentiel d'atténuation, c'est-à-dire de faire baisser en fait votre empreinte carbone de 1 kg équivalent CO2 par litre de lait
à peu près 0,85. Donc, la mise en place des leviers, quand on regarde un petit peu les leviers possibles sur une exploitation, ce n'est pas forcément un levier unique à prendre en considération, mais c'est bien un cumul de différents leviers qui vont chacun impacter l'empreinte carbone du lait pour viser à repasser en dessous des 0,8 kg équivalent CO2 par litre de lait, quand cela est possible. Tout dépend aussi d'à partir de quel niveau vous partez au démarrage. Donc 10-15% au niveau de la partie troupeau, 2 à 4% de potentiel d'atténuation au niveau de la partie alimentation, 3-4% au niveau de la partie conduite des cultures, 1-2% sur la partie électricité, énergie, et puis des potentiels variables de 2 à 8% sur la partie stockage du carbone. Alors, les contributions positives. Donc, dans le diagnostic, on fait une photo à un instant T sur vos émissions, sur votre stockage carbone, mais le diagnostic va aussi au-delà de l'empreinte carbone en mettant en avant, au travers de différents indicateurs, des contributions positives de l'élevage. Alors, on va retrouver 3 indicateurs qui, à mon sens, sont 3 indicateurs importants du diagnostic. La partie stockage, donc on en a parlé tout à l'heure, avec les tonnes en équivalent carbone stockées sur votre exploitation. Et puis après, toute la partie biodiversité. Donc, à savoir, quand on fait un diagnostic CAP2ER, on mesure, donc on regarde quelles sont l'importance des prairies, des haies, des cours d'eau, des mares, des arbres, des lisières de bois, etc. Donc, on va aller calculer, donc c'est des équivalences qui permettent de calculer en fait des équivalents hectares de biodiversité en fonction des éléments paysagers qui composent votre exploitation. Ensuite, donc quand on parle de biodiversité, juste pour repréciser, on parle de biodiversité tant au niveau de la faune que de la flore. Troisième indicateur important, c'est la notion de performance nourricière. Rappelez aussi quel est le rôle premier de l'agriculture et de l'élevage, qui est bien de nourrir la population. Donc ces 3 indicateurs sont pour moi 3 indicateurs extrêmement importants du diagnostic CAP2ER qui vous permettent de calculer vos contributions positives sur votre élevage, sur votre atelier lait, et l'idée étant de communiquer ensuite sur ces contributions positives. Alors, pour repréciser un petit peu la démarche, puisque là, je vous parle de diagnostic CAP2ER, je vous parle de contributions positives, d'empreinte carbone. La région Pays de la Loire, avec différents financeurs, ont créé en fait un parcours bas carbone pour permettre de réaliser, avec différentes étapes, en fait, le parcours bas carbone. Donc, l'étape numéro 1, c'est la réalisation du diagnostic CAP2ER. Donc, on fait une photo de votre exploitation en année N, on calcule votre empreinte carbone, on calcule vos différents indicateurs de contribution positive et surtout, on remet du coup, on fait ce qu'on appelle, on réalise un plan carbone pour qui est en fait un plan d'action sur lequel vous allez mettre en avant différents leviers que vous pouvez activer sur votre exploitation et qui vont avoir un impact sur votre empreinte carbone. Dans ce parcours, on a 2 voies possibles. Soit vous suivez le parcours collectif, où là, il y aura 2 jours de formation. Donc, l'intérêt du parcours collectif, c'est d'avoir des échanges entre les différents éleveurs autour de la thématique. Donc, on va avoir une partie climat, une partie système référentiel au niveau de vos résultats du diagnostic CAP2ER. Et après, toute une thématique, la 2e journée sera consacrée à ces fameux différents leviers avec des exemples de choses qui ont pu être mises en place dans les exploitations. Sur le parcours collectif, à la fin des 2 jours de formation, il y a une visite individuelle financée en partie par l'ADEME qui permet de finaliser votre plan d'action, donc finaliser la mise en œuvre du plan d'action et le choix de vos leviers et de faire des simulations sur votre exploitation à l'échelle individuelle sur l'évolution de votre empreinte carbone. Vous avez le choix et la possibilité de faire le parcours, de suivre le parcours en parcours individuel
où là, du coup, on sera sur du conseil individuel en exploitation, avec au minimum 9 heures de conseil individuel à réaliser dans les 3 ans. Une fois que le parcours a été suivi, on reviendra en année N+3, N+4, refaire à nouveau une photo de votre exploitation en termes d'empreinte carbone pour regarder quelle est l'évolution de votre empreinte carbone entre l'année N et l'année N+3, N+4, N+5. Donc voilà le parcours tel qu'il est proposé aujourd'hui par la région Pays de la Loire et le Sud-Ouest avec divers financeurs, Vivea et l'ADEME en plus. Alors, sur 2020, à titre informatif, donc chez Synovia, on a déjà 350 éleveurs qui ont déjà calculé leur empreinte carbone et qui suivent ce parcours bas carbone. En termes de ressources, quelques chiffres en interne. Donc, on a 19 conseillers agréés CAP2ER, donc 2 sur la partie Vendée, 7 intervenants agréés climat pour la réalisation des formations, 350 diagnostics CAP2ER réalisés à ce jour par des conseillers Synovia, 45 formations prévues en Pays de la Loire et hors région jusqu'au 31 mars 2021 et des visites individuelles qui ont déjà été réalisées. Alors, les bénéfices pour les éleveurs, quel est votre intérêt du coup soit à suivre le parcours, soit à faire le calcul de l'empreinte carbone sur votre exploitation? Alors, première idée, c'est déjà d'anticiper, d'être proactif. Donc, par rapport à ce qu'on a dit en début d'intervention, être proactif par rapport à quelque chose qui demain peut-être devenir d'ordre réglementaire. Donc, aujourd'hui, on est bien sur une démarche et un engagement volontaire. On est sur une démarche de progrès. Donc, être proactif dans ce sens. Et puis, être aussi proactif et anticiper par rapport aux différentes attaques anti-élevage qu'on voit régulièrement. L'intérêt aussi, c'est à un moment donné de faire un point sur votre exploitation, de calculer votre empreinte carbone, de savoir où vous en êtes, de prendre un petit peu de recul par rapport à cette thématique. Et c'est aussi une stratégie gagnant-gagnant, puisque en termes de leviers, les leviers qui sont mis en place d'un point de vue technique ont souvent un impact d'un point de vue économique, en plus d'avoir un impact environnemental. Donc, les choix des leviers choisis ont une interaction entre eux sur l'aspect technique, économique et environnemental, ce qui est plutôt positif et ce qui donne aussi plutôt envie aux éleveurs d'aller de l'avant et de mettre en place des choses. Troisième point important, connaître vos contributions positives, mieux communiquer. Alors, quand on dit mieux communiquer, c'est soit mieux communiquer auprès de gens que vous recevez sur votre exploitation, mais ça peut être aussi mieux communiquer tout simplement à titre individuel, soit auprès du grand public, soit à titre personnel, avec des gens de votre entourage. Et puis, on est sur la notion de réchauffement climatique, donc c'est aussi comprendre ce qui se passe, anticiper les changements climatiques et mieux s'adapter demain au niveau de l'élevage. Et puis enfin, moi j'y vois aussi une opportunité. Aujourd'hui, on a des financements, puisqu'on est sur une démarche qui est financée par différents partenaires, avec un reste à charge éleveur, mais il y a des financements qui sont accessibles et possibles. Et pour ceux qui le souhaitent, pour aller plus loin, un accès possible sur le marché du carbone. Donc là, pour revendre et faire rémunérer en fait vos économies de carbone sur votre exploitation. Alors, pour conclure, je vous propose du coup d'écouter le témoignage d'un éleveur qui a suivi le parcours bas carbone, réalisation du diagnostic, les 2 jours de formation et la visite individuelle personnalisée. Le parcours bas carbone m'a déjà permis de mettre par des chiffres un sujet sur lequel on parle beaucoup sans forcément bien le mesurer. Et là, ça a permis de mesurer là où on en était. C'était le premier élément. Le deuxième élément a plutôt été le fait de se rendre compte que finalement, entre la technique, l'économique et l'environnemental, tout va plutôt dans le bon sens. Plus on est efficace économiquement, plus on est efficace économiquement, techniquement, on a plutôt souvent tendance à améliorer aussi nos performances environnementales. Et puis
pour moi, le dernier élément qui est quand même, qui est en lien avec la première réponse, c'est que ça nous apporte des éléments de communication. Et sur un sujet où on parle beaucoup, et souvent pas forcément avec des bons indicateurs ou avec des choses qui sont exagérées. Je prendrai un exemple qui a souvent été cité, c'est les 15 000 litres d'eau à la tonne de viande. Voilà, on nous a balancé ça, on n'était pas forcément en capacité de répondre par rapport à ça. Voilà, sur le carbone, il faut justement avoir des éléments pour pouvoir contrecarrer des fausses vérités. Et enfin, moi, c'était ce que je recherchais aussi. Et puis le dernier élément, c'est quand même d'essayer de s'améliorer, même si, enfin, voilà, au travers des résultats, ils sont plutôt satisfaisants, mais il y a toujours des marges de manœuvre. Donc voilà le témoignage d'un éleveur qui a suivi le parcours. Alors moi, j'en ai fini du coup au niveau de ma présentation. Ce que je vous propose, c'est du coup de répondre à vos questions si vous avez des questions sur cette thématique.